Espace TV, le 22h. Bonsoir téléspectateurs d'Espace TV, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h, dans un instant le sommaire. Crise sociale en Guinée, les négociations de nouveau au point mort. Les syndicalistes ont quitté la table, ils exigent la libération de leurs camarades de l'AB arrêtés en début de semaine. La sortie médiatique du Premier ministre qui dit vouloir lui-même réformer le syndicat guinéen irrite l'intercentrale syndicale. En Guinée, plus de 37% des femmes de 20 à 24 ans ont une naissance vivante avant l'âge de 18 ans. C'est ce que révèle un rapport de l'UNFPA présenté ce jeudi à Conakry à l'occasion de la Journée mondiale de la population fêtée le 11 juillet de chaque année. Rencontre au cours de laquelle le Premier ministre a largement communiqué sur la nécessité d'améliorer l'accès à la planification familiale. Nous serons également du côté de Bamako où séjourne depuis plusieurs jours une équipe d'Espace TV. C'est un prélude à la présidentielle du 29 juillet prochain. Une série de reportages. Ce soir, nous vous proposons la rencontre avec un artiste rappeur, véritable leader d'opinion. Les négociations sur la hausse du prix du carburant devaient reprendre ce jeudi. L'intercentrale syndicale a accepté, c'est une première d'ailleurs, de dialoguer avec le pouvoir sans préalable. L'espoir de voir cette crise s'étouffer s'est aussitôt estompé. Le syndicat a de nouveau boudé la rencontre pour protester contre l'arrestation des leurs à l'AB. Ils exigent leur libération, mais aussi des précisions sur le mandat du médiateur. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Assouma pour le compte-rendu. Les négociations entre syndicats, gouvernement et patronat qui devaient permettre de trouver une solution à la crise liée à l'augmentation du prix du carburant n'a pas porté fruit. À en croire les syndicalistes, la sortie du Premier ministre Kassori Fofana dans les médias et sa volonté de réformer le mouvement syndical sont à la base du blocage. Ce qui nous a été dit, que nous venons sur la table de négociation pour discuter de toutes les questions sans tabou. Donc, face à cette sortie, nous pensons que notre liberté syndicale est touchée et nous ne pouvons pas accepter qu'on touche à la liberté syndicale. Personne ne peut réformer un syndicat si ce n'est que la volonté des travailleurs. Les syndicalistes exigent également du médiateur qui a facilité leur retour à la table de négociation un mandat avant de commencer les véritables négociations. On a demandé à ce que le médiateur puisse avoir une clarification claire de son mandat. Nos camarades de l'AB qui sont arrêtés, nous avons demandé qu'ils soient libérés. L'inspecteur général du travail invite toutes les parties prenantes à privilégier la Guinée et mettre de côté ses égos. Une discussion de ce type ne se fait pas, une négociation de ce type, j'allais dire, ne peut pas aboutir en un seul jour. Quelques questions ont été soulevées et donc compte tenu de l'importance de ces questions, nous avons décidé pour le moment de suspendre les discussions. Je pense qu'en pareille circonstance, ce qui doit intéresser toutes les deux parties, c'est la Guinée et non les questions connexes. Après tout, Dr Alia Camara a laissé entendre que les négociations pourraient reprendre sans donner la moindre précision. Justement, la journée de mercredi a été très mouvementée à l'AB. Des jeunes protestataires qui réclament le retour du prix du carburant à la pompe à 8 000 francs guinéens ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Les agents ont par la suite assiégé le QG des syndicalistes dans l'enceinte du lycée Ogumburo, faisant des dégâts matériels importants et de nombreux blessés légers. Sali Bilalissou. Pneus brûlés sur la chaussée, gaz lacrymogène contre jet de pierre, voilà comment s'est présentée une partie de la commune urbaine de l'Abbé. En début de matinée, les syndicalistes qui ont appris l'ouverture du marché central ont voulu obliger les commerçants à fermer, ce qui a été fait avec des résistances par endroits. Un peu plus tard, la CMS replie l'escadron mobile et investit les lieux. Le commandant de l'unité a dans un premier temps tenté de dialoguer avec les jeunes protestataires qui ont accepté de déposer les pierres, mais refusent d'enlever les barricades sur les routes. Après le départ des gendarmes aux environs de 15 heures, les manifestants visiblement décidés exultent. Nous sommes là, nous on a tout simplement dit de diminuer l'essence. C'est ce qu'on veut.
Et ils sont venus pour nous jeter du gaz. C'est ce qu'on n'est pas prêt pour les laisser faire. C'est tout ce que j'avais. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Ce qu'on compte faire, c'est qu'on va se manifester jusqu'à ce que le prix de l'essence se diminue. Aux environs de 17h, à la surprise générale de tous, les forces de l'ordre réinvestissent le rond-point Hogomburo. Cette fois-ci, la gendarmerie et la police pourchassent et répriment sans menacement les syndiqués qui étaient en conclave dans leur QG. Les véhicules stationnés dans l'enceinte sont vandalisés et des motos emportées. C'est la consternation et la désolation chez les acteurs du mouvement social. À quelques mètres du portail d'entrée du lycée, la Croix-Rouge administrait des soins primaires à plusieurs blessés lésés. Jusqu'à la tombée de la nuit, les jeunes protestataires d'un côté décidèrent à se venger et de l'autre côté, les forces de l'ordre qui tiennent à maintenir l'ordre se regardaient en chien de fer. Le traditionnel conseil des ministres s'est tenu ce jeudi à Conakry. Plusieurs points ont été débattus, mais l'on retiendra surtout dans le premier ordre du jour l'instruction du président de la République relative aux bâtisses de l'État afin qu'elles abritent les services étatiques. Et dans le second temps, le compte-rendu du ministre du Budget relatif au projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2018. Suivez les détails dans le compte-rendu de Mohamed Souma. Le dernier conseil ordinaire des ministres de ce mois de juillet ne pouvait commencer autrement que par les nouvelles injonctions du président de la République. Se penchant sur la problématique de l'occupation des locaux privés par les services publics, le patron de Sékou Touré a instruit au gouvernement une nouvelle démarche. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a instruit le gouvernement de recenser tous les édifices de l'État afin de reloger les services publics occupant des bâtiments privés. Au deuxième point de l'ordre du jour, où le Premier ministre a fait le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu au mois de juin, on retiendra la communication du ministre du Budget sous la présentation du projet de loi finances rectificative de l'exercice 2018 qui résulte de la projection macroéconomique concertée avec les partenaires financiers dans le cadre du programme soutenu par la facilité élargie de crédit sur l'échéance 2018-2020. Les projections budgétaires révisées au niveau des recettes, des dépenses et du financement sont bâties sur une hypothèse de croissance de 5,8% comme initialement prévu, le maintien du taux d'inflation en fin de période à 8% et celui des réserves de la BCRG à un niveau de 3 mois d'importation et un taux de pression fiscale réajusté. Le Conseil a adopté le projet de loi de finances rectificative exercice 2018. Il y a eu aussi les adoptions des projets de décrets portant création, organisation et fonctionnement du comité consultatif des assurances, en plus du projet de décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'épargne et du crédit par le gouverneur de la Banque centrale. Au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la communication essentielle se rapporte à l'adoption du projet de loi relative à l'asile et à la protection des réfugiés en Guinée, qui pourrait réviser la loi L012 du 10 août de l'an 2000. La planification familiale est un droit. C'est le thème cette année de la Journée mondiale de la population en Guinée. Une cérémonie présidée par le Premier ministre a réuni diplomates et acteurs. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara étaient à ce lancement. La planification familiale est un droit de l'homme. C'est en toile de fond le thème retenu pour célébrer en différé cette Journée mondiale de la population. C'est l'occasion aussi d'attirer l'attention des décideurs sur l'urgence des problèmes auxquels sont confrontées les populations en Guinée. Que la Guinée compte actuellement une population d'environ 12 millions d'habitants, caractérisée par son extrême jeunesse. En effet, 45% de la population a moins de 15 ans. En Guinée, plus de 37% des femmes âgées de 20 à 24 ans ont accouché avant l'âge de 18 ans et moins d'une Guinéenne sur 2 utilise une méthode contraceptive moderne selon le rapport présenté. Près de 700 millions de femmes et d'adolescentes des pays en développement utilisent maintenant des contraceptifs modernes. Comment contribuer à la réduction de l'extrême pauvreté? Comment améliorer l'accès à la planification familiale volontaire? De l'avis du Premier ministre, ce sont des questions essentielles qui pourraient sans doute permettre de résoudre l'épineux problème de la surpopulation. La planification familiale contribue à améliorer les indicateurs de développement.
socio-économiques tels que la réduction de la mortalité maternelle et de la mortalité infanto-juvénile, permettant ainsi un meilleur investissement dans la scolarisation des enfants, surtout du maintien des jeunes en milieu scolaire. En 2017, les contraceptifs fournis par l'UNFPA ont permis d'éviter 53 364 grossesses non désirées, 241 décès maternels et 19 185 avortements dangereux selon le rapport présenté par l'UNFPA. Restons toujours avec le Premier ministre pour dire qu'il s'est exprimé sur les négociations en cours entre syndicats et gouvernement. Ibrahima Kassori Fofana a rappelé la préoccupation de l'État face à la crise sociale qui dure depuis plus de 2 semaines. Il est au micro de Mohamed Valek Touré. Je le disais à une occasion ce matin, parlant des difficultés en cours entre les syndicats et mon gouvernement, que nous avons certes les mêmes objectifs, mais pas à la même échelle. Ils ont l'objectif de défendre les travailleurs de Guinée. Nous avons l'objectif de défendre les travailleurs de Guinée et les non-travailleurs de Guinée. La différence, leur action porte sur 5% des Guinéens à peine. Notre action porte sur l'ensemble de la Guinée dans un contexte où ceux qui travaillent sont moins nombreux que ceux qui ne travaillent pas. L'action de notre gouvernement est de garantir à ceux qui ne travaillent pas la possibilité d'accéder à un premier emploi. C'est la raison pour laquelle la politique de subvention est importante. Comme le disait quelqu'un, $1 de moins perdu en subvention, c'est $1 de moins perdu en capacité d'action du gouvernement dans la réduction de la pauvreté. Prévention de la transmission d'Ebola et renforcement des services pour les guéris. L'USAID clôt son programme en Guinée. Cet accompagnement a permis de vaincre les préjugés, installer des sentinelles de riposte ou encore organiser et renforcer la capacité des associations des rescapés de l'épidémie. Mamadou Sayo Baldé, Mohamed et Alucine Kamara pour le reportage. De la surveillance à la persistance virale chez les guéris d'Ebola en Guinée, la prévention de la résurgence grâce à la surveillance à base communautaire, le renforcement du système sanitaire guinéen dans la période post-Ebola, l'USAID a appuyé les autorités guinéennes. L'USAID, à travers son programme Prévention de la transmission et renforcement des services pour les guéris d'Ebola, a soutenu le gouvernement guinéen à répondre à ces préoccupations en renforçant la surveillance afin d'éviter la résurgence d'Ebola et d'assurer un soutien sanitaire aux survivants de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé a été au devant de tous les combats pour vaincre Ebola en Guinée. Son représentant invite les autres partenaires et le gouvernement à veiller sur les personnes vulnérables. À faire du plan national de sécurité sanitaire de la Guinée et de sa politique de santé communautaire un socle pour la couverture santé universelle afin que tous soient protégés et que nul ne soit laissé de côté. L'OMS et l'ensemble des partenaires techniques et financiers poursuivront leurs appuis dans cette perspective. Dr Sakoba Keita est revenu largement sur les étapes d'évolution de ce programme. La RD Congo est à son 9e résurgence du virus Ebola. La Guinée devrait se préparer en conséquence. Nous devons continuer aussi les efforts pour que nos équipes d'intervention rapide puissent s'approprier et réagir désormais dans les premières 48 heures à tout risque éventuel, car le risque zéro n'existe pas. J'invite tous mes compatriotes, où qu'ils soient, qu'ils sachent que cette maladie, comme à l'image de la RDC, pourra faire sa réapparition. Rien ne sert de la rejeter, il faut se préparer pour faire face à de nouvelles éventualités.
Tendre la main aux passants dans l'espoir d'obtenir quelque chose est devenu une pratique quotidienne pour bon nombre d'enfants et adultes en Guinée. Les responsables du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance accusent les parents et envisagent des mesures pour mettre fin à cette pratique. L'entrée des mosquées, les abords des routes de la capitale sont les principaux lieux de regroupement de ces mendiants qui interceptent tout passant. À la merci des intempéries, ces mendiants sont souvent exposés au risque d'accident de la circulation. Le directeur national du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance estime que le phénomène prend de l'ampleur. Avant, on constatait d'abord en termes chiffres un nombre plus réduit de mendiants. Et en termes aussi profil, c'était un peu centré parce que c'était généralement les personnes vivant avec un handicap. Mais de nos jours, on constate que le nombre de mendiants ne fait que croître. Moussa Traoré n'est pas assez surpris, car pour lui, les pères de famille sont responsables de ce phénomène. Les parents préfèrent utiliser les enfants pour mendier. D'abord, si c'est des enfants vivant avec un handicap, ils envoient les enfants dans la rue mendier et eux, ils encaissent les recettes. Il y a le cas des albinos aussi. Pour mettre fin à la pratique de la mendicité, Moussa Traoré parle des mesures envisagées par son département. Parler de la mendicité, clairement, mais nous faisons maintenant des actions qui vont contribuer à réduire la mendicité. Nous avons un projet de loi qu'on avait en chantier depuis 1998 qui a été adopté cette année, heureusement. Et ce projet de loi aussi a beaucoup de dispositions qui favorisent l'accès des personnes handicapées aux services sociaux de base. Et je crois que si cela est facilité en termes de transport, en termes d'accès aux soins, en termes d'accès à l'éducation, en termes d'autonomisation, je crois que là, ça pourrait réduire la mendicité. La lutte contre la mendicité continue depuis la nuit des temps. En dépit de tout, elle persiste. Forte pluie dans la nuit de mercredi à jeudi à Conakry. Des heures de pluie provoquent à chaque fois des inondations. Ce matin donc à Wanindara, pas de perte en vue humaine, mais des dégâts matériels importants. Des caniveaux bouchés par les ordures seraient la cause de cette situation selon les citoyens et autorités du quartier. Alcine Ibari et Alcine Camara signent ce reportage. Nous sommes à Kobaya, à quelques mètres de Wanindara. La chaussée est envahie d'eau et d'ordures. Certains jeunes détruisent le terre-plein central pour permettre le passage de l'eau. À côté, les chauffeurs les plus téméraires tentent de la traverser à leur risque et péril. On a des problèmes avec nos voitures à cause de cette route. On paye les taxes. Les ordures ont bloqué la route. Si l'eau sale touche les moteurs de nos voitures, ça va les détruire. Derrière ces rails, à Wanindara, c'est le chaos. L'eau a tout dévasté, ou presque. Cette dame, les larmes aux yeux, a tout perdu. Sa maison n'est plus qu'une simple coulée d'eau sale. Depuis 2 heures, ses enfants et elle sont dehors. Ce calvaire, elle n'est pas la seule à le vivre. De l'autre côté, cette famille évacue l'eau de leur maison. Nos lits, nos habits, tout. Même les charbons que ma maman vend, tout est gâté. Vous voyez, congélateur qui est là, c'est l'eau qui a gâté ça. Les télévisions, les lits, tous nos habits qui sont dans l'armoire, tout est gâté. Dans ce quartier, les fossés n'existent que de nom. Cette zone est devenue une décharge, ce qui explique cette inondation. Ce sont les ordures, là, les dépôts d'ordures qu'on a mis en cours de route là-bas. Là. C'est à cause de ça, parce que depuis 2010, nous sommes là. On n'a jamais eu ça là. Une autre crainte de ce responsable de quartier, c'est l'effondrement de cette bande de terre qui abrite les rails. Les autorités ont donc manqué d'anticipation, car, pas plus tard que ce mercredi, les jeunes manifestaient pour réclamer le déguerpissement des ordures. Le divorce, une des dures réalités de notre époque. Aujourd'hui, ils sont nombreux les couples qui se séparent. Les causes de cette séparation de corps sont multiples. Des sociologues aux religieux élargis aux divorcés eux-mêmes. Chacun y va de son raisonnement. C'est un reportage d'Aïssatou Sali. Mamoudou Tunkara, sociologue, n'est pas étonné de la fréquence des divorces en Guinée.
Pour lui, les choix ont toujours fait défaut. Les familles ou les communautés ne facilitent plus l'union des couples. Mais tu verras que dans nos sociétés, l'homme et la femme ne se sont pas choisis. Ils ne se sont pas choisis, ils ne se sont pas habitués, ils n'ont pas essayé s'ils peuvent vivre ensemble ou pas. Ce sont les communautés qui les ont choisis. Parce qu'en Guinée, on n'épouse pas un homme, on épouse une famille. On n'épouse pas une femme, on épouse une famille ou une communauté. Donc le mariage est intercommunautaire avant d'être le mariage interindividuel. Alors que ça devait être l'inverse. Au début de leur histoire, certains couples s'acceptent. Mais au fil des années, les exigences des uns et l'ambition des autres peuvent entraîner un désaccord. Parfois, avec ou sans raison valable, le divorce est inévitable. Une fois que deux personnes se marient, elles doivent respecter leur union. Chacun d'entre eux doit faire preuve de responsabilité pour sauvegarder le couple. Le divorce est autorisé certes, mais vivement déconseillé. De l'avis des religieux, s'il faut à tout prix mettre un terme à une union, il y a des règles auxquelles le couple doit impérativement observer. Lorsque le couple ne parvient pas à s'entendre, à s'aimer, à s'aider, à se respecter, la dernière solution, c'est de divorcer. Qu'elle soit signifiante ou pas, ou que les avis soient différents ou pas, des couples préfèrent cette séparation du corps qu'à l'enfer que certains croient condamnés de vivre. Et puis cette présidentielle au Mali, on s'intéresse à ce jeune Ismaël Doucouré, alias Master Soumi. Il est un artiste rappeur malien très engagé. Dans ses chansons, il dénonce toujours les maux dont souffre la population malienne. Il donne souvent des conseils aux jeunes afin que ces derniers prennent leur destin en main. Véritable leader d'opinion, nos équipes sont allées à sa rencontre autour de la question des élections présidentielles du 29 juillet. Suivi. Pour ce jeune rappeur et activiste, la première chose à faire dans ces élections, c'est de poser un véritable débat entre les candidats autour de leur programme de société qu'ils comptent soumettre au peuple malien. C'est pour cela que ce musicien, toujours fidèle à ses textes de rap, invite les électeurs maliens à la responsabilité dans le choix du candidat. C'est ce que j'ai dit aux gens, votez selon votre conscience, mais votez les programmes au lieu des personnes. Ok, qui propose quoi, qui dit quoi, qui a la capacité de faire quoi pour moi. C'est ça les élections. Les élections constituent une fête de la démocratie. C'est une fête car c'est l'occasion qui permet aux citoyens de s'exprimer quand il veut changer, quand il veut renouveler sa confiance en un candidat. Depuis quelques années, le Mali traverse une crise sécuritaire qui secoue le nord. À cela s'ajoute récemment le conflit intercommunautaire entre Peul et Dogon au centre du pays. Pour Master Soumi, c'est l'irresponsabilité de l'État qui a engendré cette crise. Je dis que d'abord, que l'État s'assume. Et aussi, il faut instaurer un véritable cadre de dialogue au Mali, que les gens arrivent à se parler, se regarder dans les yeux, se dire les vérités. Ce n'est pas une question de personne, il s'agit de la nation. Le Mali a besoin de recouvrir son intégrité territoriale. Une armée bien équipée, capable de répondre à sa mission régalienne, qui est de protéger l'ensemble du peuple malien, les populations et les biens. Voilà, le Mali a besoin de relever ce défi, le défi du développement socio-économique, culturel. Pour ces élections présidentielles 2018, ce sont 24 candidats qui sont en lice pour la conquête du palais présidentiel de Koulouba. L'auteur de l'album Guélékan ne soutient aucun candidat. Il invite par ailleurs les électeurs maliens à faire un vote utile et responsable. Personnellement, je prends ma carte d'électeur, je vais aller voter. Et j'exhorte tout le monde à aller voter. Parce que c'est un devoir citoyen. C'est une question d'obligation morale, c'est une responsabilité. Chacun doit voter. Quand tu ne votes pas, quelqu'un votera à ta place. Et c'est cette personne qui décidera de ton avenir. 5 ans, c'est beaucoup, c'est énorme dans la vie d'une nation. On doit donner 5 ans, on doit confier notre pays à une personne pendant 5 ans. Et pour cela, il faut bien raisonner, il faut bien réfléchir, il faut aller voter.
Et à quelques jours du premier tour de la présidentielle malienne, l'ambiance monte dans les rues de Bamako. D'un côté, les supporters du président Ibeka et de l'autre, les partisans d'une alternance au pouvoir. Nos reporters ont fait un tour dans les rues de Bamako. Voici les réactions prises auprès des citoyens. C'est ce dimanche 29 juillet que le corps électoral malien est appelé aux urnes pour choisir entre les 24 candidats en lice pour cette élection présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession dans la rue de Bamako, on le plébiscite et on veut continuer avec sa gestion. Jamana ka ɲɛta an mago b'o de la est-ce que y'a faamu parce que jamana in an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka avancer de bon donc ne kɔni ka faamuya la an kan ka buwa dɛmɛ a ka sɛgɛn manda in a ka continuer quoi. Si certains prônent la continuité avec Ibrahim Boubacar Keïta, de l'autre côté, dans la rue de Bamako, on prône donc une alternance. Et selon certains citoyens que nous avons rencontrés, cette alternance passe soit par Soumaïla Sissé ou le docteur Cheikh Modibo Diarra. Awal ma Cheikh Jara de ko ami ala deli ala ka do Cheikh Jara garijɛ la o de ka d'an ye n'a ma Cheikh Jara sɔrɔ an masa do simela la ko Cheikh Jara kɔnɔ y'an ka base ye an b'a fɛ mɔgɔ kura de kana quoi parce que cɛkɔrɔba minnu bɛ yen sisan u y'u se kɛ u ka taa mɔgɔ kuraw ka na jamana ka lafiya économie ka stabiliser an b'o de ɲini quoi. Je veux le changement. Là, pour le moment, on a essayé de boire à peu près 5 ans. Bon, cette fois-ci, on va changer le système. On va chercher un autre encore pour mettre le pays. On va faire le changement. Un troisième groupe de la population malienne n'a qu'un seul souhait, que les élections se passent dans de très bonnes conditions et que tout le monde accepte les résultats afin que le Mali amorce son développement et mette fin à la crise sécuritaire. Je préfère dire à Dieu, celui qui est bon pour la nation, que Dieu le met à la tête et ça serait bon pour nous. Que Dieu envoie la tranquillité et la paix au Mali pour que tout le peuple malien puisse avoir la restauration et la paix dans le pays. Que Dieu bénisse le Mali. Bon, an kɔni bɛ min nɔfɛ dɔrɔn maliyɛn bɛɛ ka taa ka carte ta ka voter o de ka ɲi bɛɛ ka t'i sagona mɔgɔ ta mankan tɛ yen foyi tɛ yen ni ala sɔnna ma fana a bɛ tɛmɛ bɛ ɲa. Et puis Djenab Ndiaye, seule femme candidate à l'élection présidentielle au Mali, rencontre ses partisans à Sikasso, sa ville natale dans le sud du pays. La femme d'affaires malienne affrontera une vingtaine d'hommes afin de sortir les femmes de leur isolement dans ce pays du Sahel. Dans sa ville natale de Sikasso, au sud du Mali, Kanté Djeneba Ndiaye incarne la femme providentielle. À 55 ans, cette chef d'entreprise s'est lancée dans la course à l'élection présidentielle. Seule femme candidate, elle veut défendre celles qu'elle appelle ses sœurs maliennes et les sortir de leur isolement. Sous les couleurs de l'Alliance Femmes en Marche pour un Mali émergent. Ils ont dit qu'ils ont confiance en moi pour les réunir, les femmes de Kidal et puis de Kaï, de Ségou, Sikasso, pour les réunir ensemble, de dialoguer pour la démocratie de notre pays, pour que nous sommes ensemble avec tous les hommes, les jeunes, pour le partage équitable. Tout ce qu'on trouve au Mali, qu'on partage équitablement. Dans un climat d'extrême tension, Kanté Djeneba Ndiaye affronte 23 hommes, dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, en lice pour un second mandat. Elle compte bien profiter du bilan qu'elle juge catastrophique du président Keïta sur le plan sécuritaire pour tirer son épingle du jeu. Les femmes aussi bien que les hommes ont des possibilités. Il n'est pas dit que c'est l'homme seul qui a des possibilités de construire un pays. Une femme également peut avoir les mêmes capacités de construire les pays si elle a de bonnes idées et si elle est soutenue par des hommes compétents. Donc je pense qu'elle peut bien faire le travail. Là où les hommes ont échoué, elle peut aller au-delà. Jusqu'ici peu connue du grand public, Kanté Djeneba Ndiaye n'a que très peu de chances de bousculer les deux grands favoris, Ibrahim Boubacar Keïta et son principal opposant, Soumaïla Sissé. Sa candidature et son discours poussent néanmoins les femmes maliennes à s'investir de plus en plus en politique.
À l'international, Jean-Claude Juncker et Donald Trump sont parvenus ce mercredi à un accord désamorçant du coup des modes conflit commercial entre Washington et Bruxelles qui s'est traduit par des taxes douanières punitives réciproques. White House. We are close partners, allies, not enemies. We have they have massive tariffs, and we have to follow. Well, thank you very much. It's a great honor to have President Jean-Claude Juncker from the European Union. I had one intention. I had the intention to make a deal today, and we made a deal today. Tough man, and he represents his people well and the countries well. So want a big beneficiary, frankly, to be the European Union. So we think. We also will resolve the steel and aluminum tariff issues, and we will resolve retaliatory tariffs. We have some tariffs that are retaliatory, and that will get resolved as part of what we're doing. On reste avec nos confrères de l'AFP, avec les parlementaires français de l'opposition qui réagissent à la prise de parole de Macron devant les députés de la majorité à la Maison de l'Amérique latine mardi soir. Jamais dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République, car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour. Vous l'avez. Catégorie de députés en France. Il y a ceux du clan, il y a la bande, et le président de la République française, qui est le président de tous les Français, s'exprime devant sa bande. Mais c'est honteux ce qui s'est passé hier soir. Vous avez constaté qu'il y avait des députés membres de la commission d'enquête qui étaient aussi à la Maison de l'Amérique latine. Il y a une confusion des gens. Dans aucun pays, aucune démocratie occidentale, ce type de pratique n'aurait lieu. Je ne comprends pas le propos qu'ils viennent me chercher. Car si, et nous en sommes d'accord, Emmanuel Macron est président de la République et pas chef de bande, alors on ne peut comprendre qu'une seule chose, c'est qu'il souhaite peut-être qu'on réclame sa venue devant la commission d'enquête. Il ne suffit pas de dire je suis responsable, mais je suis irresponsable. Hein, parce que c'est quand même ça un peu ce qu'on nous raconte avec le qu'ils viennent me chercher, puisqu'il est protégé par la Constitution, donc voilà une totale impunité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, à la rédaction. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.